Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau. Chapitre Économie, 12e épisode. Je m'adresse maintenant à ceux de mes lecteurs qui doivent gagner leur vie. Dans cette optique, j'ai moi-même gagné 23,44 $ par la vente de produits de ma ferme et 13,34 $ en trouvant à m'employer comme journalier, ce qui fait un total de 36,78 $. Une fois cette somme déduite du total des dépenses, nous obtenons un bilan faisant apparaître d'un côté un déficit de 25,21 $, correspondant presque exactement à ma mise de départ, augmentée des dépenses prévisibles, et de l'autre, outre les gains en plaisir, en indépendance et en santé, une maison confortable, bien à moi, aussi longtemps que je choisirais d'y vivre. Aussi contingents et par là même peu édifiants qu'ils puissent paraître, ces chiffres sont exhaustifs et ne sont de ce fait pas dénués d'un certain intérêt. Rien ne me fut donné dont je n'eusse rendu compte d'une manière ou d'une autre. Il ressort que la nourriture m'est revenue à environ 25 cents par semaine. Elle se constituait pour les presque 2 années suivantes de farine de seigle et de maïs sans levain, de pommes de terre, de riz et de très faibles quantités de porc salé, de mélasse et de sel, ainsi que d'eau potable. Pour une personne férue comme je le suis de philosophie indienne, il me parut convenable de me nourrir essentiellement de riz. Pour me garder par avance d'éventuels pinailleurs invétérés, je ferais bien de dire également que s'il m'arriva effectivement de dîner en ville, comme je l'avais toujours fait et comme j'espère avoir la possibilité de continuer à le faire, ce fut généralement au détriment de mes activités domestiques. Mes 2 années d'expérience m'apprirent qu'un homme, même sous nos latitudes, pourrait se procurer toute la nourriture dont il a besoin au prix de fort peu d'efforts, que ce même homme peut se soumettre à un régime aussi simple que celui des animaux en conservant toute sa santé et toute son énergie. J'ai pu dîner très plaisamment, à différents égards, d'un simple plat de pourpier, récolté dans mon champ de maïs, puis bouilli et salé. Et dites-moi, que peut désirer de plus un homme raisonnable partant de paix et midi ordinaire qu'un nombre suffisant d'épis de maïs doux bouillis avec un peu de sel? Même la petite variété que je cultivais était bien davantage une concession aux exigences de l'appétit qu'à celle de la santé. Pourtant, les humains en sont venus à se trouver dans une situation telle que bien souvent ils peuvent mourir de faim non par pénurie de denrées vitales, mais par pénurie de produits de luxe. Je fis d'abord mon pain, de traditionnelles galettes de maïs, en utilisant pour seuls ingrédients de la farine de maïs et du sel. Je cuisais mes galettes dehors, au bord de mon feu de camp, sur une pierre plate ou sur une chute de planches récupérée lors de la construction de ma maison. Mais elles avaient tendance à prendre un fort goût de fumée et de résine de pain. Je fis également quelques essais avec de la farine de blé, avant de finir par élaborer un mélange de seigle et de maïs qui me procure entière satisfaction, tant d'un point de vue pratique que gustatif. Par temps froid, c'était un vrai plaisir que de faire cuire à la suite plusieurs miches de ce genre, en les tournant et les retournant, avec le même soin que les Égyptiens mettaient à retourner leurs œufs dans leurs incubateurs. Ces pains étaient comme d'authentiques fruits de céréales que je faisais mûrir. Ils exhalaient à mes narines des fragrances aussi riches que celles d'autres fruits nobles, et je les conservais aussi longtemps que possible en les emballant dans des torchons. J'étudiais l'art antique et vital de la fabrication du pain, consultant toutes les autorités que je pouvais trouver, remontant aux âges primitifs et à l'invention originelle du pain sans levain, en ces temps où l'on cessa pour la première fois de se nourrir de chasse et de cueillette pour s'adonner à la douceur et au raffinement de ce régime. Mes recherches me firent d'abord croiser ce cas de fermentation accidentelle de la pâte qui fut, dit-on, à l'origine de l'introduction de la levure, puis me pencher sur les différents processus de fermentation, jusqu'enfin arriver au bon pain sain et savoureux qui constitue le socle de la vie. Le levain, que d'aucuns estiment être l'âme du pain, le spiritus qui emplit sa texture cellulaire, que l'on préserve religieusement comme la vestale le feu, cette semence, je me la procurais régulièrement et fidèlement dans une échoppe de notre petite ville, jusqu'à ce qu'un beau matin j'oublie les règles et tue ma levure par excès de chaleur, et que cet accident me fasse découvrir que cet ingrédient-là non plus n'était en rien indispensable, et je m'en suis depuis très heureusement passé. L'être humain est un animal capable plus que tout autre de s'adapter à tout climat et à toutes circonstances. Je ne mettais pas non plus dans mon pain ni bicarbonate de soude ni aucun autre alcalin ou acide. Tout semble donc indiquer que je faisais mon pain conformément à la recette que Caton l'Ancien nous en livra environ 2 siècles avant Jésus-Christ. Le pain pétri se fait ainsi. Lavez soigneusement vos mains et votre récipient. Versez la farine dans le récipient.
Ajoutez de l'eau petit à petit et pétrissez copieusement. Une fois la pâte correctement pétrie, placez-la dans un moule et faites cuire à couvert, c'est-à-dire en marmite. Nulle mention de levain. Il y eut un temps où, pour cause de bourse vide, je passais plus d'un mois sans en avoir une once. Tout habitant de Nouvelle-Angleterre, cette terre du seigle et du maïs, pourrait aisément cultiver ses propres ingrédients pour faire son pain, sans avoir à dépendre de marchés lointains et fluctuants pour se les procurer. Pourtant, nous nous sommes tellement éloignés des principes de simplicité et d'indépendance que l'on ne trouve aujourd'hui que rarement de la farine fraîche dans les échoppes de Concorde, et que le maïs en semoule ou en mouture, encore plus frustre, est une denrée que pour ainsi dire plus personne n'utilise. Le plus souvent, les fermiers utilisent les céréales qu'ils cultivent pour nourrir leur bétail et leurs porcs, et ils vont au magasin acheter de la farine raffinée, qui n'est vraisemblablement pas plus saine et certainement plus chère. J'ai constaté que je pouvais cultiver sans peine 1 ou 2 boisseaux de seigle et de maïs, car le premier pousse même dans les sols les plus pauvres, et le second n'a pas besoin d'une terre des plus fertiles, puis les moudre dans un moulin à main, et me passer ainsi de riz et de porc. Quand j'avais besoin d'un ingrédient à forte concentration de sucre, j'ai également constaté d'expérience que je pouvais confectionner de la très bonne mélasse à base de potiron ou de betterave, et je savais qu'il me suffirait de planter quelques érables pour obtenir du sirop encore plus facilement. Le temps qu'il pousse, je pourrais continuer à utiliser divers succédanés en sus de ceux que je viens de nommer. Enfin, en ce qui concerne le sel, sa quête pouvait me donner l'occasion d'un séjour sur la côte, sachant que si je devais m'en passer totalement, la conséquence serait sans doute que je boirais moins d'eau. Je ne sache pas que les Indiens se soient jamais donné le moindre mal pour s'en procurer. Je fus ainsi en mesure, pour ce qui est de mon alimentation, de m'épargner tout commerce et tout troc. Ayant déjà un abri, il ne me restait plus à régler que la question des combustibles et des vêtements. À demain pour la suite de Walden ou La vie dans les bois.